Le mec qui prépare trop bien ses vidéos, il a même pas pensé à prendre ses notes avant de commencer. Mais quel abruti. Oh purée, si seulement je pouvais contrôler mon cerveau, ce serait tellement bien. Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test complet et d'avis sur le Xiaomi Redmi Note 2 que vous voyez en face de vous. Alors c'est un téléphone que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à tester en profondeur parce que en fait je l'ai testé sous deux ROM différentes, sous deux versions d'OS différentes. Je l'ai d'abord testé, ça s'appelle sur la version de l'OS qui m'était donnée de base par Gearbest, et puis après, ça s'appelle, je suis passé sur la ROM de la communauté française de MIUI France, justement, qui propose une version traduite mieux, et voilà, on va dire, avec une bonne traduction, une meilleure adaptation à notre marché pour cette ROM qui est quand même à l'origine réservée au marché chinois. Donc c'est pour cela que le test a mis 1, 2, 3, qui a mis 3 ou 4 mois à arriver. Donc c'est-à-dire que ça fait quasiment 4 mois que j'utilise le téléphone quasiment quotidiennement, même si je n'utilise plus la carte SIM depuis un certain temps, vu que je passais sur d'autres téléphones que je vais vous montrer en test bientôt. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire pour commencer. On démarre tout de suite avec les temps de démarrage 55 secondes, donc ce téléphone met quand même pas mal de temps à démarrer. Temps d'extinction 1 seconde, alors là c'est hyper rapide, dès que le téléphone vous appuyez sur qui s'éteigne, le téléphone s'éteint, l'écran s'éteint et tout est éteint. Là-dessus c'est très bien. Et pas de musique chante au démarrage, ça c'est une bonne chose. Donc tout de suite avant de commencer la partie hardware, passons juste sur les accessoires que nous avions eu avec le téléphone dans la vidéo de déballage que vous pouvez retrouver ici, en lien cliquable si je pense à le faire. Bien sûr, comme d'habitude, j'espère que je vais penser à le faire, sinon mettez-moi un petit commentaire pour me mettre un coup de pied aux fesses. Donc ce chargeur secteur que nous avons eu au début est de bonne qualité. J'ai même laissé d'ailleurs le film plastique dessus, comme un abruti, bon, au moins il n'est pas abîmé, il est encore tout neuf. Il fonctionne très bien. L'adaptateur secteur, on va dire Chine vers France, il n'est pas de super qualité, mais il est de meilleure qualité que d'habitude parce que la vis est bien fixée dedans et qu'il ne s'est pas défait, en tout cas quand j'ai... Par exemple, quand je l'ai mis dans la prise, je n'ai jamais eu le coup de hop, j'ai la prise comme ça qui part. J'ai toujours les deux parties de la prise qui sont restées solidement attachées, comme vous pouvez voir, c'est assez dur à mettre, donc c'est une bonne chose. Il crache du 2 ampères comme annoncé, et c'est vraiment un bon shower secteur que vous pourrez garder, je pense, de manière longue avec ce téléphone. Le câble micro USB lui aussi est de bonne qualité, après 4 mois d'utilisation. Disons que l'embout a un petit peu souffert, c'est comme vous allez pouvoir le voir maintenant. Il a un petit peu pris ça s'appelle une torsion au niveau de l'embout. Je pense qu'il pourra encore tenir, allez, sympathiquement, je pense, au pire des cas, je pense qu'il pourra encore tenir 6 mois. Donc voilà, c'est un câble USB qui aura duré 1 an, je pense. Enfin, j'en reparlerai sûrement dans des vidéos futures si j'y pense. Hein. Voilà, peu de contenu donné autre qu'avec le téléphone. Par exemple, je n'ai pas non plus d'écouteurs dans la boîte, mais le tout est de bonne qualité, c'est bien. Commençons tout de suite avec la partie hardware de ce téléphone. Donc ce téléphone, je le rappelle, est un téléphone que je vais allumer tout de suite pour que ce soit plus joli, avec un superbe fond d'écran de toutes les couleurs. Un téléphone 5,5 pouces Full HD, 1080p, ce qui fait une densité de pixels de 401 pixels par pouce. Le SoC proposé dedans est un Mediatek Helio X10, donc un MT6795T, la version donc turbo, avec un CPU 8 cœurs 2,2 GHz Cortex A53 et un GPU PowerVR G6200 dont je parlais tout à l'heure dans la partie jeu notamment. 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire, donc une grosse mémoire interne dans ce téléphone. Nous avons en plus un port pour carte SD qui, selon la marque, est compatible avec les cartes SD jusqu'à 32 Go, mais qui, dans la pratique, doit aller beaucoup plus loin parce que j'ai pu insérer ma carte SD 64 Go. Appareil photo arrière de 13 mégapixels, appareil photo avant de 5 mégapixels, donc 5 ici, 13 derrière, avec un flash LED simple, une batterie de 3020 mAh, des touches système sensitives colorées en rouge, c'est quand même assez atypique, et d'ailleurs sur les nouveaux Xiaomi Redmi Note 3 et sur la Mi Pad 2, les touches sont redevenues blanches comme avant, si je dis pas de bêtises, donc voilà. Une petite note sympathique, elles sont en plus rétro-éclairées, je sais pas si on arrive à le voir. Oui, normalement on arrive à le voir légèrement. Là, elles sont éclairées, là elles ne le sont plus, voilà. Vous avez pu le voir. La touche du milieu, elle fait home, la touche de droite, elle fait retour, et la touche de gauche, elle fait multitâche. C'est un petit peu atypique, mais j'ai remarqué que sur beaucoup de surcouches chinoises, c'était le cas, notamment aussi sur le Oppo F1 que j'ai commencé un petit peu à triturer. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà plein de choses en RAM. Donc voilà. Sur cet appareil, nous avons donc deux micros. Nous avons un micro en haut ici, qui est juste à côté d'un capteur infrarouge, dont nous reparlons tout à l'heure dans la partie connectivité. Et en bas, un autre micro, justement, qui est réservé, lui, pour les conversations, et lui, pour l'annulation des bruits ambiants. Donc nous avons normalement une qualité d'appel, comme j'ai pu le tester, une qualité des micros en appel qui est bonne. Ici, juste au-dessus de mon doigt, nous avons un capteur de luminosité et un capteur de proximité qui fonctionne plutôt bien, même si le capteur de luminosité peut parfois avoir des changements un petit peu étranges de luminosité qui vous pousseront à passer sur une luminosité qui sera donc pas automatique.
Pour ce qui est du port micro USB, oui, c'est un port micro USB 2.0 qui est OTG. Je vais le montrer tout de suite avec ma clé USB qui fonctionne toujours depuis le premier colis à 20 €. Elle est vraiment magnifique, hein. 4 € pour une clé USB 8 Go qui fonctionne en OTG et qui fonctionne bien. Voilà, la clé clignote, la clé se stabilise. Et périphérique de stockage, cliquez pour ouvrir dans le machin bidule. Chouette, donc voilà, il fonctionne très bien en OTG. Pour ce qui est du design de ce téléphone, alors les matériaux utilisés, nous avons donc une coque arrière que je vais vous retirer tout de suite, qui est dans un plastique rigide, qui est d'ailleurs de plutôt bonne qualité. Donc il se tord un petit peu, on est d'accord, mais bon, je trouve vraiment qu'il est quand même de bonne qualité. Ça, j'avais déjà remarqué ça au moment de ma vidéo de déballage, mais je le pense toujours autant aujourd'hui. Cette coque englobe les boutons, donc comme vous pouvez voir, dès qu'on déclipse la coque, les boutons ne sont plus apparents, ils sont sur la coque, et on peut juste distinguer, je ne sais pas si on le verra en caméra, on peut distinguer les 3 points ici, oui on les distingue là, hop, oui ici, 1, 2, 3 points en fait, et comme vous pouvez voir si j'appuie dessus, voilà, ça appuie sur le téléphone, et d'ailleurs j'ai lancé Nova Launcher, super petit fail. Les boutons physiques sont tous placés à droite, donc ici bouton power, et ici bouton de volume plus moins. Et pour ce qui est de la forme, nous sommes sur un téléphone qui a des mêmes dimensions en comparaison qu'un Asus Zenfone 2, qui fait la même taille d'écran. Je rappelle que le Zenfone 2 se vantait d'avoir un téléphone 5,5 pouces dans un corps de téléphone 5 pouces, donc j'aurais envie de dire que l'argument marketing là est totalement renvoyé dans les cordes. Le truc du Zenfone 2 par rapport au Xiaomi Redmi Note 2, c'est que le téléphone de Xiaomi est beaucoup plus fin, alors que le téléphone d'Asus est quand même bombé à l'arrière. Les angles sont arrondis et ils peuvent faire un peu mal au bout d'une utilisation quand même assez longue. Donc notamment si vous faites, comme je l'ai fait pour ma monotomie jeu, 2 heures consécutives de jeu, vous commencerez à avoir un peu mal aux mains normalement. Vous me direz, si vous commencez à passer 2 heures de suite sur votre téléphone, c'est que soit vous êtes dans un aéroport en train d'attendre votre avion, soit vous êtes fait poser un lapin au moment d'un rendez-vous, soit voilà, vous utilisez votre téléphone comme un gros geek. Hein. Mais enfin bon, j'ai pas envie de passer en mode gros geek et bon, j'utilise rarement mon téléphone 2 heures de suite. Ça, c'est quelque chose que je peux vous assurer. Voilà tout ce que j'ai à dire par rapport au design. Passons tout de suite à la résistance globale du téléphone. Pour ce qui est de la torsion de ce téléphone, le téléphone a une relativement bonne résistance à la torsion, comme vous pouvez le voir. Donc ça tord un petit peu, ça sort un petit peu. Encore, je pense que j'ai mal reclipsé le cache batterie. On essaye. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, ça, quand même, ça se déclipse un peu. Hein. On peut le voir que le téléphone, voilà, fait un petit peu le pont, mais bon, la résistance est quand même bien meilleure que certains téléphones no-name chinois. Le LCD, par contre, si vous pouvez le voir, est quand même facilement impacté. Là, on le voit notamment, hop, claque ici. Alors, on voit des petites vagues ici. C'est tout simplement le LCD qui est impacté, parce que je pense que l'écran est OGS, donc il est collé à la vitre. Par contre, pour ce qui est de la pression, alors là, il n'y a rien à dire. La résistance à la pression est très moyenne. C'est dommage, mais malgré tout, ce qu'on pourra quand même dire de ce téléphone, c'est que, bon, on va prendre un menu, on peut appuyer sans avoir de problème. Est-ce que le menu blanc, ça passe? Oui, là, on le voit encore mieux. C'est que là, quand vous appuyez à un endroit, ça appuie bien à l'endroit voulu. Ça ne va pas appuyer à 12 endroits différents, ça s'appelle pour, justement, par rapport à une pression, ce qui arrive souvent sur les téléphones, notamment no-name. Là, la pression sur le LCD, justement, appuie au bon endroit, ce qui est pas super, mais qui est mieux quand même qu'une bonne partie des téléphones pourris que vous pouvez trouver sur Internet, type Elephone, Doogie et compagnie. Et enfin, les petites notes par rapport justement à la résistance. Ce téléphone s'est mangé de nombreuses gamelles, mais il est toujours vivant. Donc la seule chose que je vais vous dire, c'est que le plastique, c'est fantastique, avec un petit hashtag ici. Doogie F3 Back Glass Gate, si vous vous souvenez du Doogie F3, qui avait vu sa vitre exploser à l'arrière et qu'un jour il faudrait quand même que je répare. Par contre, ce téléphone, je me suis assis une fois dessus dans le bus et j'ai créé une petite marque rouge sur l'écran qui ne s'affiche que sur les écrans noirs. Donc j'ai essayé de trouver un écran noir. Bon, j'ai pas pris un écran noir, mais j'ai juste pris le clavier du téléphone. Comme vous pouvez voir, une petite tache rouge s'est faite sur l'écran après un passage dans la poche arrière. Donc c'est un petit peu dérangeant, mais bon, c'est quand même assez minime, donc ça va, j'ai limité les dégâts dans ma connerie, parce que ça c'est clairement de la négligence de ma part, je ne mets jamais mes téléphones dans les poches arrière, et là je sais pas pourquoi, je me suis amusé à le faire et je l'ai payé cash. Donc il faut prendre soin de ce téléphone, il ne faut pas le mettre dans sa poche arrière de jean comme moi, sinon vous serez sûrement de mauvaises surprises. J'avais aussi notamment acheté un protège-écran en vitre, en verre trempé pour ce téléphone, et comme vous pouvez voir, celui-ci aussi a pris cher, ce n'est pas la vitre qui a cassé, mais l'écran en verre trempé. Et donc pour la première fois depuis longtemps, je vais le défaire, et je vais enfin pouvoir voir l'écran dans toute sa splendeur. Hop, je le défais devant vous. Clac, voilà. J'essaie de vous le montrer. Comme vous pouvez voir, la vitre a légèrement cassé, et voilà, j'ai juste claqué dessus, boum, la vitre est cassée.
Et donc voilà, soit je m'achèterai un écran de protection, soit je m'achèterai une autre vitre en verre trempé pour ce téléphone. Sachant que je n'avais trouvé que ça sur Amazon au moment où j'ai commencé le test de ce téléphone. Et donc voilà, pour vous, aujourd'hui, un test de destruction d'une vitre verre trempé. Voilà. Et je vais arrêter parce que j'ai en train de foutre des bris de verre partout. Et comme vous pouvez voir, le verre, c'est pas super. Le plastique, c'est fantastique. Rime de l'année. Entracte nettoyage du verre. Je vais vous avouer un truc que ce temps j'avais pas du tout prévu, c'est que en retirant cette vitre que je n'avais pas retirée depuis notamment le mois de novembre 2015, je me rends compte que l'écran justement est encore plus joli que ce que je pensais. Cette vitre a encore gâché un petit peu plus l'écran. Bah c'est bien pour moi, je vais pouvoir vous le dire maintenant un peu plus. Donc revenons à ce que je disais. Le téléphone a une bonne résistance extérieure avec un plastique qui est vraiment solide, mais à l'intérieur l'écran va prendre des coups assez facilement. Vous me direz, c'est devenu une habitude sur beaucoup de téléphones de nos jours, mais c'est quand même pas bien, et je tiens à le souligner, dès qu'il y aura un téléphone avec un écran qui est quand même assez fragile, même celui-là est quand même moyennement fragile, et donc dès qu'on met dans la poche arrière, justement, il peut faire des petites surprises, et ben ce sera un point négatif d'office. Passons tout de suite à la partie écran. Donc cet écran, comme je vous l'ai dit avant, c'est un écran Full HD qui a un excellent confort de vision. Les angles de vision sont eux aussi excellents. C'est un excellent écran IPS. Je vais tout de suite chercher. Tiens, j'ai une page qui est ici. Voilà. Là, quand même d'excellents angles de vision avec ce téléphone. L'écran LCD IPS a été très bien choisi, je pense, par Xiaomi. La colorimétrie est naturelle à mon plus grand plaisir. Et pour ceux qui sont fans de tons plus contrastés, vous pourrez l'ajuster dans les paramètres. Il faut aller dans Affichage, Contraste des couleurs. Et vous pouvez choisir ici dans un petit menu qui ressemble un petit peu à celui de Windows Phone notamment. Comme vous pouvez choisir un contraste automatique. Donc je vais juste vous montrer ce que ça change. Voilà, standard. Froid, ça va faire des couleurs plus blanches avec un bleu, enfin avec un blanc qui va tirer vers le bleu. Standard, ça va être un blanc qui va tirer vers le blanc. Et chaud, ça va être un blanc qui va tirer vers le jaune. Donc moi, de base, je l'ai mis en standard. Comme ça, au moins, les couleurs sont naturelles et c'est à mon plus grand plaisir. On va quand même augmenter un petit peu la luminosité. La luminosité maximum pour ce téléphone est très bonne selon moi. Le nombre de points et la réactivité des points, c'est 10 points et un tactile qui est très réactif. Je vais vous montrer tout de suite avec Multitouch Tester. Donc vous voyez 10 points. Un tactile qui est extrêmement réactif sur 2 points, sur 3 points, sur 4 points, sur 5 points et même sur 6 points. L'écran LCD IPS a été très bien choisi et la dalle tactile, elle aussi, est très bien choisie. Pour ce qui est des bordures sur ce téléphone, elles ne sont pas trop importantes comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de tour noir autour du téléphone, donc là, dès que vous voyez du noir, c'est vraiment la bordure. Elle est très peu importante et donc c'est vraiment un téléphone qui est, même si le design est quand même assez sommaire, est quand même, je trouve, bien optimisé. Les boutons ne prennent pas trop de place en dessous de l'écran. Il n'y a pas non plus trop de place perdue au-dessus de l'écran, justement avec, comment ça s'appelle, l'écouteur, l'appareil photo. Donc c'est vraiment un téléphone bien optimisé sur sa face avant et c'est vraiment appréciable sur un téléphone avec un design aussi, on va dire, sommaire. Et donc enfin, la vidéo choisie comme d'habitude pour faire le petit test vidéo. Donc c'est pas une évidence, mais ce téléphone bien sûr décode les vidéos YouTube en 60 images secondes en 1080p excellemment. Donc aujourd'hui je vais prendre un autre YouTuber que j'aime bien, qui s'appelle Laserbeam, voilà. Un YouTuber australien qui fait un petit peu comme Chris Move de temps en temps. Voilà, donc on va juste mettre de son parce que je sais pas du tout si ces musiques sont sous, sous licence. On va juste mettre le 1080p à 60 images secondes. Et mon Wi-Fi aujourd'hui est formidable, ça je l'ai remarqué, ça c'est magnifique. Je vais vous mettre une petite séquence jeu vidéo, comme d'habitude. Hein. La luminosité est peut-être un peu forte. Alors je suis désolé, il n'y a pas de son aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout si ces musiques sont sous licence. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très très bien. Bon, c'est pas très actif à cause du manque de son, mais bon, c'est pas grave. Touchdown! On va essayer de zoomer sur l'écran pour voir si on voit des pixels. Hein. Peut-être à sa tête, laser. Attends, vas-y, dégage de là, on va voir. Alors, focus, fais le focus. Non, j'arriverai pas à faire un focus sur l'écran de très près, donc on ne verra pas les pixels à l'œil nu, c'est ce que j'ai aussi remarqué. Et comme vous pouvez le voir, la qualité de décodage vidéo 1080p 60 images secondes fonctionne excellemment bien. Neck minute. Bref, voilà, c'est la fin de cette partie écran, et sincèrement, l'écran est un point fort de ce téléphone. C'est un excellent écran IPS 1080p, et là-dessus, Xiaomi a fait sur moi un très bon choix. Passons tout de suite à la partie audio, donc ça va aller très vite. L'écouteur en appel ici, je n'ai rien à dire, il fonctionne très bien.
Le son du haut-parleur du téléphone est surprenant. Il est plutôt porté sur les médiums, je trouve, mais il a une qualité générale qui est vraiment bonne. Surtout pour le prix, c'est vraiment satisfaisant. Et même, je vais vous le dire, le haut-parleur de ce téléphone est meilleur que celui du Microsoft Lumia 950 XL que j'ai testé un peu avant. Notamment, comme vous dites souvent de me faire de la pub, ben, hop, petite vidéo ici. Hein. Hop, zut, mon cadrage n'est pas bon. Hop là, pouf. Voilà, mon cadrage est bon. Pour ce qui est du son en casque Bluetooth, donc là c'est là où le bas blesse, c'est la même chose sur la ROM Gearbest ou sur la ROM MIUI France, ça saute avec mon casque Bluetooth, donc la musique en casque Bluetooth est imparfaite, c'est vraiment dommage. Par contre en prise jack là-dessus pas de souci et le son est de bonne qualité. Donc la partie audio elle est presque parfaite si cette satanée puce Bluetooth avait décidé de marcher correctement. Et pour illustrer tout ça, je vais prendre comme d'habitude de la musique sans droit d'auteur YouTube. Ah, tiens, une mise à jour comme vous pouvez voir qui vous montre que tout n'est pas traduit sur ce téléphone, mais bon, vous faites annuler et on oublie. Hop, un petit boys band chinois, enfin plutôt un girls band chinois, youpi, avec marqué en anglais Hi, Girls Day, youpi. Alors, zut, il faut que je cherche sur caméra. Bref, je n'ai pas retrouvé sur mon lecteur de musique et sur ma carte SD les musiques YouTube que j'utilise d'habitude, donc je suis allé sur YouTube pour aller chercher Motocross. Avec le son à moitié. Alors à moitié le son est pas très fort, mais si on monte, c'est quand même assez fort. Et on entend quand même que les médiums sont bien chargés sur ce téléphone. Ça manque pas de basse, ça manque peut-être un petit peu d'aigu. C'est bon. C'est toujours mieux de manquer d'aigu que de manquer de basse et de médium. Donc maintenant passons à l'autre musique que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire Hot Hit. Un jour je changerai la musique, mais là pour aujourd'hui je n'ai pas le temps. On passe de Silent Partner. Tougher More, comme d'habitude. Hop. À fond. Vraiment, la qualité du haut-parleur est surprenante sur moi. Pour ce prix-là, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment un bon haut-parleur en arrière en plus. Il est à l'arrière, hein, ici. Et sans déclipse, ce n'est même pas toute la grille qui est présente. Ah, attends. C'est une toute petite grille qui est ici, hein. C'est là qui marque. Vous voyez, il y a ça. En fait, ça vous montre ça. Et si on le pose sur une table, c'est bien sûr un peu étouffé, mais bon, ça c'est comme quasiment tous les smartphones. Donc voilà pour la partie audio. Une bonne partie audio et un bon haut-parleur arrière. Mais cette satanée plus Bluetooth empêche d'avoir le score parfait sur la partie audio. Passons maintenant à la partie photo où à la fin de cette partie, je vais vous comparer le Xiaomi Redmi Note 2 avec un concurrent qui est un poil au-dessus en termes de gamme, mais qui est aussi intéressant en termes de rapport qualité-prix, le Honor 7. Pour ce qui est de la partie photo, le Xiaomi Redmi Note 2 a un appareil photo arrière de 13 mégapixels avec un autofocus et bien sûr un flash qui n'est que simple LED. Pour ce qui est des photos en pleine lumière, alors là, les photos sont très bonnes en extérieur. J'ai été surpris de voir qu'on pouvait faire des photos de telle qualité sur ce téléphone qui ne coûte pourtant pas très cher. Bon, par contre, en intérieur, c'est quand même un peu plus bruité, mais ça reste correct pour le prix. Pour ce qui est des photos en basse lumière, c'est satisfaisant encore une fois pour le prix. Les résultats ne sont pas super, mais ils sont acceptables. Et souvent, les photos sont des photos qui manquent de détails, clairement, mais où tout est distinguable, ce qui n'est pas tout le temps le cas des téléphones, notamment à ce prix-là. Par contre, la captation de lumière est moins bonne que sur d'autres téléphones, notamment en comparaison du Honor 7 que vous verrez tout à l'heure. Pour ce qui est des photos en luminosité moyenne, le bruit augmente, mais une fois de plus, c'est satisfaisant pour le prix. Et même si je répète ça beaucoup de fois dans cette partie photo, ce téléphone, je rappelle, ne coûte que 150-160 €. Pour ce qui est des photos en basse lumière avec flash, le flash est puissant et permettra d'éclairer correctement la photo d'une petite pièce. Le focus se place bien et les détails sont présents dans les photos de petits espaces. Un flash double ton aurait été appréciable, notamment comme sur le Xiaomi Redmi Note 3, car le flash simple LED peut parfois blanchir la situation quand on prend une photo d'assez près. Malgré tout, grâce au traitement logiciel, je pense, le flash est quand même vraiment efficace. Pour ce qui est des photos en macro, la distance minimale du focus est quand même assez lointaine, donc les photos en macro sont impossibles. Pour ce qui est du mode HDR, oui, il y en a un, et il a tendance à être parfois quand même un poil trop agressif. Notamment, parfois, un ciel gris va devenir blanc, un ciel blanc va devenir gris, ce qui est un peu bizarre. Mais malgré tout, ça, je peux vraiment vous le dire par avoir testé le HDR dans beaucoup de situations différentes.
Celui-ci va souvent récupérer des endroits dans l'ombre, par exemple d'une situation comme vous pouvez voir actuellement à l'écran, ou alors un ciel qui était totalement brûlé ou on va dire totalement blanc dans une photo qui va devenir détaillé et on va pouvoir distinguer ciel et nuages sur la photo avec le HDR. Donc c'est dans ces conditions de lumière non uniforme, on va remarquer que le HDR est quand même terriblement efficace. Pour ce qui est des autres modes, je ne les ai pas forcément testés, si ce n'est le HDR. Vous pouvez voir tout de suite une capture d'écran histoire des autres modes. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Le mode professionnel, je l'ai regardé un petit peu. Il n'a pas grand chose de professionnel. Il peut juste régler quelques paramètres comme le balance des blancs, je crois le focus. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de professionnel. C'est pas par exemple comme sur les téléphones LG où on vous en donne vraiment beaucoup de paramètres. Et même parfois un peu trop en mode professionnel. Pour ce qui est de la qualité vidéo, ce téléphone peut filmer avec la caméra arrière en Full HD 1080p. Les vidéos en haute lumière sont bonnes en extérieur et aussi bonnes en intérieur, même si le framerate monte et descend suivant les conditions de lumière. Pour ce qui est des vidéos en basse lumière avec flash, la vidéo est bruitée, mais le flash se montre encore une fois vraiment satisfaisant. Encore une fois, le framerate descend et monte suivant la proximité des objets face au flash. Et sincèrement, les résultats sont convenables pour le prix. Vous verrez le résultat en basse lumière avec le flash à la fin de mon blabla. Pour ce qui est de la caméra frontale, nous avons une caméra frontale de 5 mégapixels sans flash LED, sans autofocus, donc voilà, une caméra toute simple. Pour ce qui est des selfies en pleine lumière, en extérieur c'est excellent à condition de ne pas se trouver en contre-jour. En intérieur c'est satisfaisant même si c'est souvent un peu bruité. Et pour ce qui est des selfies en basse lumière, je trouve que par contre pour la caméra frontale nous avons une bonne captation du peu de lumière. Donc les résultats sont tout à fait normaux dans cette situation, c'est pas génial mais c'est tout à fait acceptable. Il n'y a pas de flash frontal sur ce téléphone, mais par contre, comme d'habitude sur les téléphones asiatiques, vous avez un beauty mode dont vous pouvez voir tout de suite une vidéo. Une photo justement pas du tout cliché où je vais ajouter le hashtag chinois moqué, le hashtag aussi cliché raciste et le hashtag je vais aller en prison. Faut bien rigoler. Hein. Pour ce qui est de la qualité vidéo avec la caméra frontale, donc en haute lumière la qualité est bonne et en basse lumière le résultat est convenable, même si encore une fois le bruit monte assez rapidement. Et ce que l'on peut remarquer en qualité vidéo dans les deux cas, c'est que le micro est de bonne qualité. Donc voilà, maintenant je vais vous passer les extraits vidéo qu'il me reste. Et une petite vidéo avec la caméra frontale du Xiaomi Redmi Note 2. Et comme vous pouvez le voir, la qualité en lumière relativement faible et convenable. Bon là en fait, il y a mon PC qui est ici et une tablette qui est ici, donc c'est pour ça justement que vous voyez un petit peu de lumière bleue sur ma tête. Mais je trouve sincèrement que le rendu en vidéo, que ce soit en caméra frontale ou en caméra arrière, est vraiment correct pour le prix. Vraiment, on n'est pas du tout volé au niveau des appareils photo. Et en photo d'ailleurs c'est encore meilleur, notamment en extérieur. Et comme vous pouvez entendre le son justement depuis quelques instants, normalement, si je dis pas de bêtises, le son est lui aussi de bonne qualité. Et une petite vidéo dans le noir complet avec le Xiaomi Redmi Note 2. Et comme vous pouvez voir déjà, le flash est largement suffisant pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc en photo ou en vidéo pour des objets qui seront à distance raisonnable, ça marchera très bien. Et donc si on fait comme d'habitude, qu'on s'avance, qu'on cherche une petite boîte et qu'on fait un focus, même le focus est déjà fait de base, il n'y a aucun souci. Mais comme vous pouvez voir, comme c'est un flash simple LED d'une seule couleur, ça a tendance quand même à faire on va dire un beau halo lumineux, parce que des fois on ne voit pas sur certains téléphones qui ont un flash moins bon ou qui ont un flash double couleur. Donc, comme vous pouvez voir, nous sommes végétariens ici. Pas de ravioli à la viande, ravioli aux légumes, c'est meilleur. Ou pas. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, et comme vous pouvez voir, la qualité vidéo est plus que satisfaisante en intérieur dans le noir. Et maintenant que je vous ai passé les extraits vidéo, je vais pouvoir vous parler de la fameuse comparaison que je vous avais dit au début, entre les photos faites avec le Honor 7 et le Xiaomi Redmi Note 2. Donc pour ce qui est d'une photo en lumière moyenne en intérieur, on remarquera que le Xiaomi Redmi Note 2 a plus de mal à gérer la lumière que le Honor 7, qui a un appareil photo, je rappelle, de 20,7 mégapixels, un appareil photo de chez Sony, je crois que c'est l'IMX 235 si je dis pas de bêtises, bon ça j'en reparlerai au moment du test du Honor 7, qui arrive bientôt. On aura beaucoup plus de lumière captée avec le Honor 7, et par contre on remarquera que des deux côtés, le focus se place bien. Une fois qu'on rajoute le flash à la photo, par contre, là c'est le Xiaomi Redmi Note 2 qui prend largement l'avantage. Le Honor 7 faisant une photo totalement dégueulasse, totalement surexposée en termes de lumière, et pourtant je me suis surpris à plusieurs fois, j'ai eu le même résultat. Le Xiaomi Redmi Note 2, lui, par contre, proposera une photo tout à fait surprenante comparée au résultat de base. Où là, par contre, justement, la photo avec le flash sera bien meilleure. Vous pouvez maintenant voir une photo prise en extérieur, juste devant chez moi, et justement en
mode de normal sans HDR, on peut voir que de deux côtés, les photos sont assez réalistes, même si on pourra donner un point de réalisme en plus au niveau du Xiaomi Redmi Note 2 qui prendra des couleurs un peu plus réelles, alors que le Honor 7 va tirer un petit peu plus sur le clair. Et le ciel, notamment sur la photo, est quand même plus bleu sur le Honor 7, donc le Honor 7 arrive à mieux prendre la lumière, disons, enfin, il capte mieux les couleurs. Au niveau de la couleur du ciel, on est plus réel au niveau du Honor 7, mais par contre au niveau de l'herbe, on est plus réel au niveau du Xiaomi. Une fois qu'on active le HDR, je trouve que les deux photos maintenant se valent au niveau de la qualité. Nous avons une photo en extérieur qui est de très bonne qualité, je trouve. On pourra dire que le Xiaomi Redmi Note 2 peut-être abuse un petit peu sur le HDR, mais encore je ne suis pas très sûr. En zoomant un peu sur la photo, je remarque qu'il n'y a pas grand chose à reprocher. En plus, les détails sont quand même assez exceptionnellement larges. D'habitude, j'ai pas remarqué ça. Si on fait un petit zoom sur l'arbuste qui est devant, on remarquera par contre des couleurs plus réelles sur le Xiaomi Redmi Note 2. Là où le Honor 7, on verra un arbuste qui est quand même assez marron, alors qu'il est plus de la couleur du Xiaomi que du Honor. Sinon, pour le reste, les photos sont de bonne qualité en extérieur pour les deux. Donc vraiment, pour un appareil photo qui coûte, enfin un téléphone qui coûte 100 € moins cher que le Honor 7, les photos du Xiaomi sont satisfaisantes. Passons maintenant à une photo en basse lumière en intérieur. Et là, on remarque tout de suite que le Xiaomi Redmi Note 2 arrive bien moins à prendre la lumière que le Honor 7, alors que j'ai pris la photo à environ, je crois, 5 secondes de différence. On remarquera que ma très jolie Isis, justement, est mieux prise quand même sur le Honor 7 que sur le Xiaomi. Par contre, une fois qu'on active le flash, je redonne encore une fois l'avantage au Xiaomi et quand même bien, on va dire, de manière assez surprenante parce que quand même le Honor 7 a un double flash, enfin un flash double ton et pourtant les photos sont plus belles sur le Xiaomi parce que je pense que le traitement logiciel est meilleur. Vous pouvez apprécier encore une fois une autre photo en basse lumière et on remarque encore une fois la dominance du Honor 7 en basse lumière. Enfin, dernière photo que je vous présente sur ces deux téléphones, c'est une photo prise justement alors que la nuit tombe. Et je crois 10 secondes de différence entre les deux photos à chaque fois. Et on remarque que le Honor 7 arrive à mieux prendre des couleurs en basse lumière, même si le Xiaomi Redmi Note 2 se défend pas trop mal dans un style disons un peu plus foncé. Et on remarquera quand même que à cause d'un néon, enfin à cause d'un éclairage public en dehors, et ben l'arbuste que vous pouvez voir à gauche est plus rouge sur le Xiaomi Redmi Note 2. Une fois le HDR activé, les résultats s'améliorent un tout petit peu, disons que la lumière est un petit peu plus uniformisée sur les deux je trouve. Mais voilà, on reste sur le même résultat. Le Honor 7 réussit à faire des meilleures photos. Donc en conclusion de cette comparaison, on remarque que le Honor 7 et le Xiaomi Redmi Note 2 n'ont pas des appareils photo qui sont très différents en termes de qualité. Et c'est quand même assez surprenant. Donc on peut qualifier l'appareil photo du Xiaomi Redmi Note 2 de bon appareil photo pour un téléphone qui quand même ne coûte que 150 €. Disons que c'est sûrement le meilleur photophone à 150 € que vous pourrez trouver sur le marché. Bon, je n'ai pas testé beaucoup de téléphones pour vous affirmer ça, mais c'est mon idée jusqu'ici. Bien, après une longue partie dédiée aux appareils photo, parce que je pense que c'était un des points centraux de ce téléphone et un des points assez importants de ce téléphone, passons maintenant à la partie des autonomies. Donc la batterie a une capacité de 3060 mAh, ce qui me semble quand même pas abusé en termes de nombre par rapport aux autonomies. Elle est amovible, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, et maintenant je vais vous annoncer les autonomies. L'autonomie polyvalente sur ce téléphone, donc qui est l'autonomie que j'ai constatée en utilisant le téléphone, comme d'habitude, comme mon téléphone personnel, elle se trouve entre 2h43 et 4h10, ce qui se concrétise dans la journée, on va dire en une journée de batterie avec une utilisation normale, et on aura du mal à terminer la journée en utilisation intensive avec une seule batterie, ce qui est assez moyen quand même. Pour ce qui est de l'autonomie polyvalente légère, on est entre 2h39 et 4h02, donc c'est-à-dire que là, l'autonomie polyvalente légère, c'est la même que l'autonomie polyvalente normale, mais en retirant les jeux, le Bluetooth et les vidéos, donc c'est-à-dire que là, on n'utilise que les applications type Info News, le Facebook, le Snapchat, tout ce genre de choses. Et là, j'ai quasiment les mêmes autonomies, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appli trop consommatrice dans les applis retirées au moment de l'autonomie polyvalente légère. Pour ce qui est de l'autonomie très légère, c'est-à-dire que là, par contre, je fais une décharge de 100% à 0% en laissant l'écran allumé, en ne faisant quasiment rien, donc c'est-à-dire en consultant une application de temps en temps, en lisant un truc sur Adobe Reader. J'obtiens environ 7h30, ce qui est correct. En autonomie jeu vidéo, j'obtiens entre 3h et 3h15, ce qui est quand même là par contre assez moyen. Pour ce qui est de l'autonomie YouTube, j'obtiens 5h25, ce qui est correct, c'est vraiment très correct dans sa catégorie. Et sur MXPlayer, en faisant tourner une vidéo jusqu'à 0%, j'obtiens 6h55, ce qui est là par contre une bonne autonomie.
Le temps de recharge est d'environ 2 heures avec le chargeur d'origine et vous obtiendrez 60% de batterie retrouvée en 1 heure de charge. Donc voilà, l'autonomie polyvalente est en jeu et moyenne, l'autonomie légère est correcte et l'autonomie en vidéo est très bonne. Selon moi, c'est quand même difficile en usage intensif de tenir une journée sans avoir un powerbank. Donc j'ai pas mon petit powerbank ici, mais bon, je vais pas vous montrer mon gros powerbank, gros bien lourd qui fait 25 000 mAh, un truc comme ça, qui fait 22 400 mAh, excusez-moi, hein, qui est donc très très lourd, et que je n'emmène généralement pas avec moi, j'ai un petit powerbank de 5000 que je n'ai pas là. En usage léger, en usage normal, je pense que c'est possible de tenir une journée, mais ce ne sera pas sous la ROM de Gearbest que vous pourrez le faire. Pour avoir une autonomie qui soit d'une journée en utilisation normale ou voire légère, il faudra passer sous la ROM MIUI France. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tutoriel pour vous expliquer comment passer sur la ROM de MIUI France. Étape par étape, ça peut se faire et j'aurai peut-être le temps de le faire dans les semaines qui viennent. Pour ce qui est des connectivités au niveau des cartes SIM, donc ce téléphone est un téléphone dual SIM passif et il supporte 2 cartes SIM au format micro SIM. Pour ce qui est des réseaux supportés, ce téléphone supporte tous les réseaux 2G et 3G de France, donc c'est le WCDMA 900, le WCDMA 2100 et le GSM 900. En 4G, il supporte la B3 et la B7, donc c'est le LTE 1800 et le LTE 2600. Par contre, il manque, comme d'habitude sur ce genre de téléphone, le LTE B20, c'est-à-dire le LTE 800. C'est dommage, mais sur ce genre de téléphone réservé à la commercialisation normalement sur leur territoire asiatique, c'est normal d'avoir ce genre de manque, ce qui est toujours dommage pour les utilisateurs européens et occidentaux en général. Pour ce qui est de l'accroche, je n'ai rien à dire, elle est très bonne. Pour ce qui est de la qualité de l'accroche, je n'ai jamais eu aucun décrochage soudain. Donc pour ce qui est de la partie connectivité GSM, je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que le LTE800 fera mal à certains dans son manque. Pour ce qui est du port micro SD, je l'ai testé jusqu'à 64 Go et donc par rapport à ce qui a été écrit sur... c'était pas sur la boîte mais c'était sur je ne sais plus quel site, le téléphone peut aller au-delà des 32 Go préconisés par la marque. Pour ce qui est du Wi-Fi, oui, il y a le Wi-Fi et comme vous pouvez le voir dans mon lieu de tournage comparé au Doogee F3, celui-ci arrive à capter 4 bars dans mon lieu de tournage, ce qui est donc très bien. Le Wi-Fi est de très bonne qualité et un très bon débit, là-dessus je n'ai rien à dire. Pour ce qui est du Bluetooth, oui, la puce Bluetooth, il y en a une, elle fonctionne bien en connexion Android Wear, mais elle marche mal en casque Bluetooth comme je vous l'ai annoncé avant. Pour ce qui est du GPS, oui, il y en a un, mais la puce me semble là aussi un peu perfectible. Elle galère à faire un premier fixe toute seule sans l'aide du Wi-Fi ou des réseaux cellulaires. Donc c'est-à-dire que si vous êtes perdu dans la nature et que vous n'avez pas de réseau, vous risquez d'être un petit peu en galère pour trouver un fixe. Vous y arriverez au bout d'un moment, mais ce ne sera pas au bout de, je pense, 2-3 minutes. Pour ce qui est du gyroscope, oui, il y en a un et il fonctionne très bien. Un accéléromètre, oui. Le partage de connexion 3G, 4G, oui, et ça fonctionne très très bien. Le NFC, non, il n'y en a pas. Une LED infrarouge, oui, il y en a une ici sur le téléphone comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ça fonctionne très très bien. J'ai pu le tester sur ma télé, ça fonctionne très bien. Pour ce qui est de l'accès au VPN, oui, il y a. Pour ce qui est d'une LED de notification, oui, il y en a une qui est exactement ici sur le téléphone et qui fait rouge, vert, bleu. Donc vous pourrez avoir des LED de notification personnalisées. Pour ce qui est de la radio FM, oui, il y en a une, ça fonctionne très bien. Et pour l'USB OTG, vous l'avez vu tout à l'heure, ça fonctionne très bien. Donc la connectivité de ce téléphone est très bonne pour le prix, mais elle aurait pu être parfaite si seulement on avait eu le LTE 800 et une meilleure puce Bluetooth. La puce GPS, comme souvent on est en 3G, 4G, ben, elle est aidée par les réseaux GSM, donc ça va. Mais la puce Bluetooth, j'ai quand même encore un petit peu en travers de la gorge, je l'avoue. La LTE 800, ça me dérange pas, moi personnellement, parce que je suis chez Free, donc je n'ai accès qu'au LTE 2600. Mais je pense qu'en France, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère parce que les opérateurs, l'opérateur historique Orange et je crois qu'SFR et Bug aussi le font, et ben ils utilisent quand même pas mal cette bande 800, si je dis pas de bêtises, je n'ai plus les chiffres en tête parce que je les suis quand même, mais pour les utilisateurs autres que Free, c'est quand même dommage. Pour ce qui est des benchmarks, alors là, comme d'habitude, si vous connaissez ma chaîne, bla 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 bla, tableau. Les benchmarks, j'en ai pas grand chose à faire parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse en premier. Je l'ai fait pour vous parce que voilà, comme ça, vous n'avez pas à me le demander après. Vous pourrez les retrouver dans la fiche descriptive que j'ai fait pour ce téléphone qui se trouve dans la description et qui est dans un lien Dropbox. Passons maintenant à la partie que vous attendez tous, la partie jeux vidéo pour pouvoir tester les performances de la bête. Donc nous allons tester ce téléphone encore une fois sur quand même pas mal de jeux parce que là c'est un test que je veux qu'il soit assez long. C'est un téléphone que vous avez attendu longtemps, donc j'estime que vous avez le droit à un test complet, avec un peu plus de jeux que d'habitude. Donc commençons par le 2D, le jeu 2D le plus classique au monde, Borderline. Un jeu qui quand même parfois est buggé, donc ça peut permettre de tester si le téléphone a une ROM qui est buggée ou pas. Le son est un peu fort. Zut, hop là. En plus il y a une pub. Voilà. Mode d'un joueur.
comme vous pouvez voir, ça ne rame pas du tout. Sur les téléphones mal codés, avec une ROM qui est mal optimisée, vous verrez souvent que ça s'appelle que ce jeu-là a tendance à ramer. Ou alors avec un téléphone avec un GPU totalement insuffisant. Bon là, ce n'est pas du tout le cas. Même si on en parle tard du GPU, donc là, je peux m'attarder. Ce jeu 2D classique est facile pour le téléphone. Passons maintenant à des jeux 2D un peu plus compliqués. Donc Rayman Fiesta Run pour commencer. Le GPU, j'en reparlerai tout à l'heure justement dès que j'aurai fini la partie jeu. Donc voilà. Voilà, ça démarre. On va faire au minimum un niveau, voilà, faire ce niveau-là. Et comme vous voyez, c'est très fluide. Alors ce jeu-là, pour avoir expérimenté quand même pas mal, dès que le processeur a un petit peu chauffé, vous remarquerez que le jeu va commencer à ralentir. Mais par rapport à beaucoup de constatations de testeurs, et même de moi-même, ce jeu galère toujours plus sur un écran 1080p que sur un écran 720p. Et là, on voit que de base, le téléphone fait bien tourner le jeu. Je me rappelle par exemple d'un test du Asus Zenfone Selfie, qui a une ROM qui est quand même pas super. Enfin, Asus, la ROM ZenUI n'est pas toujours super optimisée pour les jeux, ça je l'avais expliqué sur mon test du Zenfone 2. Avec un Snapdragon 615 sur du 1080p, ce téléphone avait du mal, le Zenfone Selfie. Là, vous pouvez voir que le jeu, très intelligemment, ne galère que dans les menus. C'est pas super, mais c'est toujours mieux que de galérer dans les jeux. On va faire un deuxième niveau pour montrer que ça galère pas dans le jeu. Voilà, niveau là que j'ai jamais fait encore. Ah zut, j'ai un peu de mal. Voilà. Alors si quelqu'un peut m'expliquer comment faire une sauvegarde sur Rayman Fiesta Run, ça m'intéresserait parce que ça m'énerve de recommencer le jeu chaque fois. Mais bon, c'est avec hein. Donc voilà, un autre niveau avec des ombres un peu plus prononcées. Et ça fonctionne très bien. Pas de ralentissement. Comme je l'ai expliqué, ça commencera à ralentir un petit peu quand le processeur sera chaud. Mais là, ce n'est pas le cas encore. Mais donc, vous pouvez voir que l'expérience en jeu est super. Donc voilà, je vais passer sur un autre jeu parce que j'ai encore plusieurs jeux à faire. Passons maintenant à Monster Dash. Donc ça, c'est un jeu référence que je vous montre tout le temps parce qu'il y a des niveaux qui testent bien le GPU d'un téléphone. Là, c'est pareil, quand le processeur va être très chaud, le téléphone va indéniablement perdre en rapidité. Mais c'est quand même assez rare, ça je peux vous l'avouer. C'est que si chaque fois vous faites des opérations en arrière-plan, en plus ça s'appelle de jouer à votre jeu. Donc on va aller sur un niveau avec du gaz. Alors là pareil, c'est pas, il y a des téléphones qui sont incompatibles avec Monster Dash, qui fait qu'on ne peut pas récupérer la sauvegarde. Celui-là notamment. Donc si vous jouez à Monster Dash, sachez que sur ce téléphone vous serez obligé de recommencer à zéro. Comme sur le téléphone, c'est un truc qui m'échappe, mais bon, c'est pas grave. Et comme vous pouvez voir, le processeur n'est pas encore chaud. Il est même pas encore tiède et vous pouvez voir que le jeu fonctionne à 60 images secondes. Et vous avez entendu, ça s'appelle le Honor 7 qui vient de gueuler sur Real Racing. Donc ici ça s'appelle de faire qu'un seul niveau où je vais aller loin, si possible. Alors j'essaie de jouer via le viewfinder de ma caméra. Et bah non, ça réussit pas parce qu'il y a un petit retard. Donc, on va recommencer ce niveau. J'essaie comme essayer de le faire ramer si possible, mais bon, ça je sais pas si j'arriverai. Là je vous dis, dès que je remeurs, ben voilà, je quitte. Bon, je joue hors du viewfinder. Alors je sais que mes parties photo et ma partie jeu vidéo est un peu longue. Si vous en avez marre, bah, vous avancez un peu dans la vidéo. N'hésitez pas à faire du tri dans les vidéos, ça s'appelle quand je les fais. Personnellement, j'aime pas trop ça s'appelle quand on fait genre. Parce que ça, on a déjà proposé aussi, ça s'appelle, c'est de faire plusieurs vidéos sur un même appareil. Personnellement, je préfère faire une vidéo avec tout dedans. Comme ça m'évite de faire trop de upload. Déjà que mon wifi est en galère, je suis obligé souvent d'uploader en 4G. Si je peux uploader qu'une seule vidéo à la fois, c'est mieux. Ah, un petit ralentissement. Donc voilà, je sens que ça commence un peu à chauffer. Et là, on a vu un petit ralentissement. Ah, un petit ralentissement, au moment où on a eu un item. Donc là, je vais mourir. Comme vous avez vu, d'un certain moment, le jeu peut commencer un petit peu à ralentir, mais bon, faut quand même forcer au niveau de la chose, sachant que là, en plus, comme je le précise souvent, je vais essayer de faire un petit détour. J'ai une lampe halogène comme lampe principale, et seule lampe pour les tests. Ce qui provoque là le fait que je suis sous une chaleur quand même qui est énorme, j'ai chaud, je transpire. Et le téléphone lui aussi en prend plein la tronche. Ensuite, quatrième jeu que je vais vous tester, on passe dans les jeux 3D, Sonic Dash, mais là le 2. S'il fonctionne bien, parce que je l'ai pas testé avant le. Enfin, je l'ai pas testé depuis longtemps sur ce téléphone.
Ouais, Google Play Games, enfin un jeu, c'est pas très bon. Ça pue ça. Allez, non, ça passe. Ah. Le Parisien, d'accord. Master là, je sais pas ce qu'ils me veulent. Le système de permission qui vous demande si on peut utiliser tout ça. Tiens, moi j'ai refusé. Ah, j'ai pas encore joué à jouer sur ce téléphone. Ah bon. Bonne nouvelle, hein. Voilà, ça pour attirer, s'intégrer. Allez, on avance. Allez. Voilà. Sonic Dash 2 qui est comme un jeu qui en demande au niveau du CPU et du GPU et qui a tendance à ramer souvent quand même, mais qui sur ce téléphone se montre surprenant. Il y a un petit peu de saut d'image, le framerate n'est pas super, mais il est meilleur que sur beaucoup d'appareils que j'ai pu tester. Encore une fois, le CPU est en train de chauffer, donc c'est une très bonne chose. Donc on voit un petit peu s'appelle des sauts d'image. On voit un petit peu s'appelle des fois l'image s'arrêter, genre un quart de seconde. Quand on accélère. Voilà. Moi ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien sur ce jeu là, ça m'étonne. Hein. Encore je l'avais jamais utilisé, je pensais l'avoir utilisé. Passons maintenant à Nova 3. Alors là c'est le jeu de FPS que j'aime le plus sur Android notamment. Et qui en demande pas mal au niveau du CPU et du GPU. Alors combien de temps de vidéo on en est? On est à... Attends, je sors de l'angle. On en est à une quarantaine de minutes de vidéo déjà. Bon, ça, c'est un peu long. Hein. En plus, là, comme vous pouvez voir, j'ai quand même beaucoup joué parce que par rapport à d'habitude, là, je suis au 3ème niveau. Alors, pareil, si vous savez comment activer les sauvegardes sur ce jeu, si c'est possible, dites-le moi. Parce qu'à chaque fois, ça m'énerve de recommencer au niveau 1 et 2 que maintenant je connais par cœur. Si je pouvais reprendre une sauvegarde sur un autre appareil, j'ai beau synchroniser mon compte Play Games, mon compte Facebook, mon compte Kiwi, mon compte machin bidule. Non, je sais que c'est mais bon. J'ai beau synchroniser tous les comptes possibles, j'arrive pas à récupérer mes sauvegardes sur d'autres téléphones. Ça m'énerve. Voilà, on peut jouer. Alors là, je vais jouer en dehors de la caméra. Voilà, j'ai augmenté l'angle. Allez, c'est parti. Alors là, en plus, on est dans une scène d'action, en plus, on va dire. Là, on doit avoir ça s'appelle la baisse de framerate. Alors, en plus, le psycho qui est là. Il est passé le psycho, les gars. Où est-il? Où est-il? Où est le psycho? Il est là. Il est où? Il est là. Il est mort. Oui. He's dead. Ah, pour l'instant, ma foi, c'est quand même assez fluide. Pourtant, ce niveau, j'ai déjà joué, j'avais des petits problèmes de framerate. Surprenant ce téléphone. Hein. Allez, vas-y, mets-le dedans. Oui, ok. Faut aller là-bas. Alors, le téléphone commence à chauffer un peu, ça se sent. C'est pas désagréable, mais ça chauffe. Donc voilà, on a une barre qui est arrivée. Pourquoi j'ai les snipers qui sont enclenchés, je sais pas. Donc il me dit de retourner derrière, je vais retourner. Ah oui, là il y a des ennemis qui vont arriver, voilà. Sans qu'en plus les ennemis dans ce niveau 3 sont 10 fois plus puissants que les ennemis d'avant. D'habitude, j'essaie de rester dans l'angle de la caméra, mais c'est compliqué. Pas de... Là, je tourne au moins au-dessus des 30 images secondes, ce qui est excellent. Tiens, boum, dans ta face. Deux canards, toi aussi, bam. Alors... Y'a personne déjà? C'est décevant. Hein. Putain, j'ai pas réussi à aller aussi loin la dernière fois que j'ai joué. Incroyable. Là, je vous montre le meilleur de moi-même. Hein. Pourtant, j'ai la caméra au milieu de moi. Hein. Oh là, j'ai failli tomber dans le vide. Allez, deuxième cristal. Voilà, oh, j'ai jamais réussi à aller aussi loin. Hein. Et c'est con, c'est que je vais devoir quitter. Oh, dommage. Moi, comme vous avez pu le voir, une petite scène d'action sur ce jeu. Je sais pas si ça va être beaucoup plus loin. Bon, voilà. L'infiltration par moi. Balancer des coups de sniper n'importe comment. Bon, on va s'arrêter là. Bon, allez, un petit coup de psychique. Qui apparaît là. Et voilà, j'ai tué. Et voilà, les deux sont morts. Super. Donc, Nova 3 m'a étonné sur cette partie-là.
aucun ralentissement. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, ça s'appelle, j'ai déjà eu quelques ralentissements avec Nova 3, mais là sur cette partie de jeu, étonné. Bon là par contre Real Racing ça va un petit peu baisser. Donc comme vous pouvez voir, ça s'appelle si vous jouez pas trop longtemps au jeu. Notamment je pense que si vous faites des petites parties de 20-30 minutes, ça peut passer. Mais à partir de 30 minutes, je pense que ça va commencer à devenir un peu trop chaud. Le framerate va passer autour des 15-20 images secondes, ce qui n'est pas injouable, mais qui devient un peu compliqué par exemple sur Nova. Ou sur Modern 3.5 d'ailleurs aussi. Et sur Real Racing, je vais vous montrer un bout de course avec assez peu de concurrents et un bout de course en mode NASCAR où là par contre il y a beaucoup de concurrents. Alors est-ce que j'ai téléchargé les parties de jeu? Oui. Ok, parfait. Par contre il m'a pas rechargé ma partie on dirait. On s'en fout des pubs. Bon d'accord, il m'a pas téléchargé ma partie, c'est pas grave. On va prendre... Bah si pourtant, ça va voiture ça. Bon bah. Là une course avec 2, 4, 6, 8, 10 concurrents. Donc logiquement ça devrait passer pas trop mal, mais ce sera tout à l'heure en NASCAR où ça va un petit peu plus tirer la langue. On accélère. Allez c'est parti. Ça va être compliqué maintenant. Quand je vais mettre ce qu'on appelle le freinage, enfin l'accélération automatique parce que là pour ce jeu face caméra c'est trop compliqué. Le framerate est très correct, comme je l'avais remarqué avant. Dans des courses à une dizaine de pilotes, ça passe. Le framerate, connaissant le jeu, surtout ça le truc, c'est que le jeu, la Racing 3 a souvent tendance à ralentir même à 10 pilotes. Les résultats sont vraiment très corrects, hein. Sur un écran Full HD en plus, je rappelle. Oula, j'ai oublié de freiner. Hop, le sable et le mur. C'est ça le fait de parler en même temps qu'on joue. En plus, il faut que je fasse gaffe au viewfinder, au micro. Alors, le micro, j'ai tout oublié tout à l'heure, boum, dans tes fesses. Et putain, le micro, je parle même plus dedans, là, je parle de loin, c'est ça j'essaie de parler fort. Oh, tiens, oublié de freiner. Bon, là, je vous montre une course dégueulasse par rapport à la performance sur Nova. Et comme vous pouvez remarquer, justement, comme je tiens l'écran penché, l'écran IPS est vraiment de très bonne qualité, même en jeu. Même moi, je le regarde de côté et ça passe très bien. Donc voilà, une course à 10 concurrents, ça passe très bien. Le GPU est suffisant, mais par contre, sur une course en NASCAR où il y a plus de concurrents, je crois qu'il y en a 30 ou 40, et bah c'est un petit peu limite. Mais bon, sincèrement, pour le prix, le Mediatek MT 6795T est vraiment excellent. Et je pense, sans me tromper, qu'il est même meilleur dans cette gamme de prix que le Snapdragon 615. J'ai un exemplaire du Snapdragon 615 sur un écran 720p, le Oppo F1, et je trouve que les performances ne sont pas meilleures sur un écran 720p. Ça veut dire, je pense, que le Mediatek 6795, donc le Helio X10, est une excellente alternative pour des téléphones entrée de gamme comme cela. Et surtout, préférez prendre un téléphone comme celui-là avec un MT 6795. Oh merde, j'ai fermé, donc petite coupure. Ah bah non, je suis de retour. Préférez prendre un téléphone avec un MT 6795 plutôt qu'un téléphone avec un MT 6753 qui est un processeur vraiment pas très puissant, surtout sur 1080p. Si vous voulez voir un exemple de jeu sur un tel processeur, et ben justement, allez voir ma vidéo sur le Meizu M2 Note et vous verrez quand même que ce n'est pas prodigieux du tout. Donc voilà, c'est parti pour le NASCAR. Bon, je ne trouve pas ma course de NASCAR avec une trentaine de concurrents. C'était une course qui s'appelle qu'il y avait dans l'école de conduite du jeu. Donc vous avez le droit à un petit bout de course NASCAR, mais bon, avec seulement 8 pilotes. Ce sera donc moins intéressant, je pense. Je ne vois que dalle. Voilà, je joue de l'épaule, hein, comme tu dirais, pour passer. Sincèrement, j'essaie de bien être dans l'angle de la caméra, essayer de bien conduire, essayer de bien jouer. Donc bref, voilà. Comme vous pouvez voir, en mode NASCAR, avec une dizaine de concurrents, ça passe aussi bien. Le CPU chauffe quand même un petit peu, on commence à le sentir, mais ça va. Et hop là, une petite figure de style pour bien terminer. Donc voilà, c'est la fin de cette partie jeu. Je vous ai montré un petit peu plus que d'habitude et j'espère que pour certains, ça vous aura plu. Comme vous pouvez voir, j'avais installé un petit utilitaire pour pouvoir capturer mon écran et pouvoir vous montrer en fait, au lieu de filmer mon écran, justement de vous montrer les jeux vraiment hors caméra en fait, juste en enregistrant l'écran. Mais j'ai remarqué que justement que ce téléphone le supportait très mal et que ça faisait surchauffer mais littéralement le CPU, ce qui menait à des performances toutes pourries, ce qui fait que j'ai abandonné l'idée très rapidement. Donc voilà pour la partie hardware de ce téléphone qui se termine par une partie jeu qui montre que le téléphone a vraiment de gros biceps pour
150 € et un comportement en jeu qui est quand même exemplaire quand on pense au prix. Et je tiens à rappeler au comportement, enfin si on compare au Meizu M2 Note qui coûte quand même quasiment le même prix, si ce n'est des fois un peu plus cher, l'expérience en jeu de ce MT6795 est bien meilleure que celle du MT6753. Passons maintenant à la partie software du téléphone. On va essayer de s'alerter un petit peu sur la surcouche de Xiaomi. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir, c'est que le téléphone tourne sous Android 5.0.2, avec bien sûr, comme d'habitude sur les téléphones Xiaomi, la surcouche MIUI en version 7 ici. Comme vous pouvez voir, il y a les derniers patchs de sécurité de Google, donc là de février, ce qui est très bien. Bon, ceux de mars ne sont pas encore arrivés, mais ce n'est que partie remise. Comme vous pouvez voir, 32 Go de mémoire le stockage, 6 Go encore libre, donc j'ai vraiment installé plein de choses. Bref, voilà. Pour ce qui est de la base. Pour ce qui est de la gestion de la RAM, alors la ROM MIUI est assez consommatrice en RAM, et cette consommation, parfois, on dirait qu'elle a tendance à augmenter avec le temps, ce qui fait que même en purgeant la RAM tout le temps à fond, il y a tout le temps un petit peu moins de RAM disponible, encore un petit peu moins, ce qui des fois peut paraître peut arriver à un niveau insuffisant. Alors, pas non plus insuffisant pour ne plus faire fonctionner le téléphone, mais à un niveau qui peut vous sembler critique. Donc un petit reboot de temps en temps sera peut-être nécessaire pour profiter d'un téléphone au meilleur de sa forme. Par contre, par rapport aux tests que j'ai pu regarder sur d'autres téléphones Xiaomi, notamment le Xiaomi Mi 3, ce problème de MIUI semble quand même assez vieux. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas encore, disons, corrigé. Alors, la chose bien quand même avec cette surcouche, c'est que malgré qu'elle est comme sur le Meizu M2 Note un problème avec les wake locks, ce qui fait que les applications ne se synchronisent pas de manière normale comme sur un Android stock, avec ne se synchronisent pas avec les serveurs, vous pouvez bloquer en arrière-plan. Je vais vous montrer tout de suite en purgeant la RAM. Donc là, je purge la RAM, voilà. 1 Go 1 de libre. 1 Go 2. Alors là, je vous l'annonce, je n'ai jamais réussi à purger autant la RAM. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'avais ouvert plein de gros jeux en arrière-plan et qu'en les fermant, ça a bien purgé la RAM. Le meilleur que j'avais fait, c'était 1,1 Go. Là, 1,2 Go en ayant des applications pinées. C'est vraiment incroyable. Donc là, 1,2 Go, record absolu, qui ne va pas tenir longtemps, même si par exemple je refais, voilà, je suis déjà tombé en dessous des 1 Go. Donc comme vous pouvez voir, ces applications ont un petit cadenas, ce qui fait qu'elles sont totalement bloquées en arrière-plan, même en purgeant la RAM. Donc là, par exemple, je ne sais pas si elles sont toujours en arrière-plan, notamment, je ne pense pas, non, parce que je ne les avais pas ouvertes depuis le dernier redémarrage de ce téléphone, qui était juste avant le test. Dès que vous avez ouvert ces applications une fois pendant l'utilisation du téléphone, sauf si Android a besoin de RAM absolument, ces applications seront maintenues en arrière-plan, ce qui est une excellente chose pour combler au problème de wake lock qui est volontaire sur ce genre de téléphone, les Oppo, les Xiaomi, les Meizu. Contre Meizu, ils ne proposent pas cette option-là, et sur aussi les Lenovo. Pour ce qui est du panneau de notification et des quick settings, alors là, comme je l'ai marqué sur ma fiche, nous sommes entre Apple et Android. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme sur Apple et Android, on glisse en bas et ça fait venir le centre de notification. Comme vous pouvez voir, le centre de notification, il est un petit peu, s'appelle flouté. On dirait en anglais, is blurred, avec mon super accent anglais. Un petit peu comme sur iOS. Quand on va à droite, on tombe sur des quick settings qui sont plus habituels à Android. Et ceux-ci sont vraiment plutôt sympathiques. Alors, en temps normal, si chaque fois que vous avez de la musique qui tourne en arrière-plan, vous aurez sur la ROM MIUI France un widget musique ici et un widget musique ici, même si je pense que celui-ci a disparu et que ça s'appelle la dernière mise à jour, parce qu'avant en fait il n'y avait pas cette petite barre en haut, il y a une mise à jour, donc je pense qu'on est passé sous MIUI 7.1, mais ça je ne sais pas du tout. Bref voilà, je m'égare un petit peu. Donc bref, revenons à ça. Ici les notifications, ici les quick settings, et comme vous pouvez voir, les quick settings sont assez nombreux, ils sont bien organisés, ils sont fluides, il n'y a pas de souci. Vous pouvez après tout gérer d'ici, et vous avez une barre pour pouvoir gérer la luminosité quand elle n'est pas en automatique. Enfin même quand elle est automatique, vous pouvez la gérer pour qu'elle soit plus ou moins adaptée à la luminosité repérée par le détecteur. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, il fonctionne très bien, c'est comme sur Android stock, hein. Si vous appuyez, ça s'active, et si vous restez appuyé, vous arrivez dans les paramètres spéciaux de justement là où vous avez appuyé. C'est vraiment sympathique là-dessus, j'ai pas grand chose à lui dire. Et une chose bien, par exemple, avec des applications qui sont un petit peu ennuyeuses au niveau des notifications, vous pouvez les bloquer depuis le centre des notifications. Vous avez un petit bouton ici avec un sens interdit, vous appuyez, et par exemple, si vous ne voulez plus voir l'application musique tourner dans le centre des notifications, vous l'appuyez dessus, vous faites OK, voilà, bloquer une app, confirmer, et maintenant l'application musique est bloquée. Clac, et maintenant vous pouvez la retirer. Ce qui est une bonne chose, par exemple, quand vous avez des applications avec des notifications persistantes. Pour ce qui est du lanceur d'application de MIUI, alors là, celui-là, si on ne dit pas qu'il ressemble à celui d'iOS, je pense qu'on se trompe totalement. Quoique, je peux aussi vous montrer ça tout de suite.
Niveau logiciel, bonne nouvelle, ce Mate 8 tourne sous Android 6.0 Marshmallow, version d'Android sur laquelle Huawei a appliqué son habituelle interface Emotion UI, que je vous avais d'ailleurs détaillé dans mon test du Honor 7. Pour revenir rapidement dessus, ça ressemble d'assez près à de l'Android stock, sauf que l'on ne retrouve pas le classique tiroir d'applications, mais que celles-ci se retrouveront toutes sur les différentes pages, à la manière de ce que l'on a sur iPhone. Je vous rassure, au moment où j'ai entendu ça, j'ai gueulé dans la maison. What the fuck? Parce que c'est bien connu, le Emotion UI, la surcouche des Huawei et des Honor, ressemble absolument à Android stock. Ce bonhomme mériterait de continuer à faire des tests sur les iPhones plutôt que de mettre son nez dans Android. Bref, revenons au lanceur d'application de MIUI. C'est un lanceur d'application typique iPhone, sans deuxième couche à côté des bureaux. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas d'app drawer, de liste d'applications en plus des bureaux. Malgré tout, celui-ci fonctionne très bien, il est toujours très fluide, très fluide, et il est même personnalisable. Alors, qu'est-ce que nous avons comme personnalisation? Nous avons déjà la police du système, qui est ici, voilà. Vous pouvez télécharger des packs de police sur le store de Xiaomi, qui est quand même en chinois de base, donc il faut quand même ne pas avoir peur de la barrière de la langue, et vous pouvez télécharger des polices un petit peu marrantes. Vous avez aussi des fonds d'écran, bon ça c'est habituel comme tous les téléphones. Vous pouvez aussi placer vos quick settings, alors ça je ne sais plus comment on fait, j'ai noté dans les notes mais je ne sais plus comment on fait. Notifications, gérer les raccourcis, et là, comme sur CyanogenMod, notamment c'est là-dessus que j'ai découvert, vous pouvez déplacer vos quick settings et les arranger à votre sauce. Par exemple, si vous préférez avoir le mode puissance en premier, vous le mettez en haut, vous sortez, et quand vous allez dans vos quick settings, votre mode puissance est maintenant en premier, ce qui est vraiment une très bonne chose en termes de personnalisation. Parce que parfois, les paramètres, les quick settings justement de base peuvent ne pas plaire, et on peut se dire par exemple qu'on ne veut pas avoir les données cellulaires tout le temps en haut, donc on les cache en bas, ou je crois même qu'on peut les retirer. Est-ce qu'on peut les retirer? Non, on ne peut pas les retirer comme sur CyanogenMod, mais au moins on peut le cacher de en bas, ce qui peut faire un petit peu cache-misère, et ça passe très bien. Voilà, vous pouvez même vraiment gérer plein de choses, comme vous pouvez voir afficher les icônes de notification. Vous pouvez afficher la vitesse de connexion en Wi-Fi et en 4G, 3G. Vous pouvez afficher le nom de l'opérateur, et comme vous pouvez voir, moi j'ai donné un nom très original. Oui, je sais, j'ai 4 ans d'âge mental, mais bon, ça c'était juste pour le test que je l'ai fait. Vous inquiétez pas, je vais très bien. Vous pouvez afficher plein d'autres choses, comme vous pouvez voir là, si le focus se refait, voilà. Notification après fond d'écran, afficher sur l'écran de verrouillage. Il y a vraiment beaucoup de personnalisation et beaucoup de paramètres que vous pouvez changer dans cette ROM. Ensuite, on peut aussi changer le thème en entier. Donc par exemple, là je vais vous montrer ça en allant dans le magasin de thèmes. Là vous pouvez voir que j'ai déjà téléchargé un petit tas de thèmes. Je vais prendre un thème que vous connaissez sûrement très bien. C'est le thème qui ressemble à celui de Zen UI, c'est-à-dire le surcouche d'Asus. Donc là on redémarre, je vais aller sur l'écran de verrouillage. Et comme vous pouvez voir, on se croirait sur un vrai téléphone Asus. Et en plus, les raccourcis fonctionnent. Raccourci appareil photo, ça ouvre. Pas l'appareil photo, il faut appuyer dessus par rapport à Zen UI, excusez-moi. Appareil photo, ici. Vous avez l'appel, ici. Ou pas, d'accord, super. Voilà, il faut appuyer un petit peu mieux au milieu. Les messages, ça fonctionne aussi. Voilà, vous n'avez pas avoir mes messages, merci. Et vous avez même les icônes de Zen UI. Et la petite barre comme sur le Asus. Les icônes, vous avez le centre de notification qui aussi ressemble un petit peu là, mais bon, qui est plus du côté Xiaomi que du côté Asus. Vraiment, il y a de très beaux thèmes qui sont faits, notamment l'icône musique qui est largement reconnaissable. Il y a de très beaux thèmes qui sont faits sur ce téléphone, notamment je vais laisser celui-là pour la fin du test. Et vous pouvez le personnaliser vraiment à votre sauce. Et beaucoup d'entre eux sont gratuits et assez divers. Bref, je trouve que ce téléphone a un lanceur qui est vraiment bon, auquel on s'habitue assez bien, je trouve. Mais il faut le noter, je vais aller là-dedans dans Quick System Info. Ce lanceur, normalement, prend 2 fois plus de place en RAM que le lanceur d'Android Stock. Normalement, sur Android Stock, ça s'appelle un lanceur prend environ 75 Mb de RAM, sur ce que j'ai pu remarquer. Là, il en prend 166, ce qui est quand même assez gros. Et comme vous pouvez voir, justement, il n'y a que 426 Mb de RAM qui sont libres. Si on libère tout, là, en faisant ça, voilà, je pense que ça va à peu près rien libérer, parce que ça va même pas décharger le lanceur. J'ai 550 Mb de RAM, donc comme je disais tout à l'heure, la RAM est quand même, disons, souvent assez faible dans ce téléphone, et on aura tendance à quand même virer les applications dont on n'a pas besoin de la RAM. Alors un autre petit truc que j'ai remarqué sur ce lanceur, c'est que dès qu'on met le widget musique de Xiaomi, et ben, le lanceur a tendance à un petit peu ralentir, donc je vais vous le mettre tout de suite. Ah, hop, il faut faire un petit pincement vers l'intérieur, si pas de bêtises, non, vers l'extérieur, je sais plus. Vers l'intérieur, vous faites widget, je sais pas si ça se voit à la caméra, voilà, augmenter. Vous faites widget, hop, oui. Vous allez prendre musique là, clac, pouf. Vous mettez le widget musique, et je sais pas si ça se voit. Et là, par exemple, vous voyez que là, c'est très fluide. Très fluide. Et là, vous allez voir que j'allais sur le widget musique. Il y a un vrai ralentissement dès qu'on passe dessus. Donc, ce widget musique, vous aurez tendance tout de suite à le dégager. Voilà, vous faites comme moi, pouf, au revoir.
Et sachant qu'en plus nous avons de base, si on ne le bloque pas, un petit widget musique dans les quick settings, on recadre, et ben vous vous contenterez du widget des quick settings. Je pense que ça se fait très bien, moi personnellement j'ai réussi à le faire. Et au pire des cas, si vous n'avez pas le lanceur de MIUI, même si logiquement MIUI est quand même une des raisons pour lesquelles vous achetez un téléphone Xiaomi, vous pouvez très bien le remplacer par un lanceur alternatif. Après une petite interruption à cause du bruit, me voilà maintenant sur Apex Launcher. Comme vous pouvez voir maintenant, nous avons une liste d'applications. Oh zut. Nous avons une liste d'applications, donc hop, elle a disparu, super. Alors j'ai appuyé dessus, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon voilà, j'ai perdu ma liste d'applications. On va ajouter, action Apex, drawer, voilà. Tiens, le drawer, revient là. Donc voilà, nous avons un téléphone avec une liste d'applications et ça fonctionne aussi très bien. Donc si un jour vous êtes lassé par le lanceur basique de MIUI, vous pourrez remettre un lanceur proche de celui d'Android Stock. Maintenant parlons des paramètres de ce téléphone qui sont vraiment un petit bordel quand même. On voit quand même qu'ils ont voulu s'inspirer d'iOS, notamment, même si là les couleurs sont plus bonnes parce que j'ai mis un thème, on voit quand même qu'on s'inspire d'iOS avec ces petites boules de couleurs et à côté un fond blanc. Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'en voulant copier iOS et en mettant plein de paramètres partout, et ben c'est que en fait, il y a tous les paramètres qui volent en dehors et tous les paramètres qu'ils n'ont pas voulu caser, ils ont tout calé ça dans une poubelle qu'ils ont appelé autre paramètres système. Et donc voilà, là vous avez après tout, la date et l'heure, la langue et la saisie, le mode une main, les performances de batterie, le stockage, la notification, vous avez tout là-dedans, des choses quand même qui sont assez importantes, et qui sont cachées à la notification n'importe comment. C'est vraiment dommage, je trouve, d'avoir pris aussi peu de soin au détail dans les paramètres. Bon, on s'y habitue, je vous l'avoue qu'on s'habitue facilement, mais c'est dommage d'avoir des paramètres dehors qui sont quand même pas toujours très intéressants, et une poubelle qui contient à peu près tout ce qu'on a besoin, qui s'appelle paramètres, enfin avant qu'elle s'appelait paramètres additionnels, et qui maintenant s'appelle autres paramètres système. Pour ce qui est des applis préinstallées en termes de bloatware, alors nous avons une application météo qui est inutile parce qu'elle est totalement en chinois. On a une application vidéo qui est inutile parce qu'elle nous amène vers un service de streaming chinois qui ne sert à rien en France. Et une application qui s'appelle Kuaipan que j'ai désinstallée qui ne sert absolument à rien non plus. Donc voilà. Pour ce qui est d'une petite note par rapport à une appli en particulier, c'est que Quick System Info que vous avez vu tout à l'heure fonctionnait est maintenant utilisable, alors que sur la ROM stable donnée par Gearbest, il était impossible de l'utiliser. En fait, dans Quick System Info, on n'avait que Quick System Info, alors que là, par exemple, quand vous l'ouvrez, vous avez toute la liste d'applications qui tournent en tâche de fond. Alors, elle est au Quick System Info, il est là. Comme vous pouvez voir, vous avez toute une liste d'applications ici qui déroule. Alors qu'avant, dans Quick System Info, nous n'avions que ça. Nous avons cette ligne-là et du noir. Donc c'était un petit peu bizarre, donc il y avait un petit bug dans la ROM de Gearbest. Et encore une fois, je vous encourage à installer la ROM de MIUI France. Est-ce que c'est lié au fait que sur cette ROM, qui est une ROM justement développeur, est-ce que c'est lié au fait que cette ROM, qui est normalement appelée une ROM dev, par rapport à la ROM stable justement, ait un accès root, et donc l'accès root permet à Quick System Info de fonctionner? Je pense pas, parce que dans les autres téléphones qui n'ont pas d'accès root, je peux utiliser Quick System Info, donc je ne sais pas, et je n'ai pas de réponse. Pour ce qui est d'une fonction spéciale de ce téléphone qui est disponible sur d'autres téléphones, nous avons un mode une main qui est sympathique, que je vais vous montrer tout de suite. Alors en fait, il faut glisser depuis le bouton Home vers un bouton à droite ou à gauche, et ça vous réduit l'écran un petit peu. Et vous avez une petite molette ici, pour pouvoir régler le téléphone, soit en 4,5 pouces, 4 pouces ou 3,5 pouces. Donc par exemple 3,5 pouces, ça donne ça. C'est tout petit, et vous pouvez utiliser votre téléphone à une main très facilement. Par exemple, si vous voulez taper un SMS, donc tout de suite je vais vous taper un SMS nouveau. Voilà, en tout petit, avec le clavier qui va être tout petit aussi. On peut taper à une main. France est super. Et hop, comme vous pouvez voir, taper sur un écran aussi petit, et ben c'est merdique pour moi, j'ai vraiment beaucoup trop de mal. Donc voilà, retournons au mode 5,5 pouces, parce que moi, j'aime les grands écrans. Autre chose, c'est que de base, dans ce téléphone, les animations du système, donc notamment les animations d'ouverture, de fermeture comme ça, elles sont toutes désactivées. Et donc si vous les voulez, et en plus je peux vous les recommander parce que bon, c'est toujours un petit peu plus esthétique et qu'elles ne font pas de baisse de performance, il faut aller dans les paramètres. Il faut aller dans je ne sais plus quel paramètre, j'arrive pas à retrouver le paramètre dans lequel il fallait y aller. Donc hop, on recadre. Donc pour ceux qui les aiment, vous pouvez activer les animations du système parce qu'elles ne semblent pas générer de chute de performance. Pour ce qui est de la mémoire, donc dans ce téléphone, nous avons, pour le coup dans la caméra, nous avons une mémoire de 32 Go au démarrage qui se trouve tronquée à 27 Go environ, ce qui est vraiment très très correct par rapport à d'autres téléphones qui ne vous en offrent que 22, 23, 24, là nous en avons 27. Pas de partitionnement de mémoire et on peut déplacer les applications vers la carte SD, donc là-dessus, aucun souci de mémoire à déployer sur ce téléphone, même en installant 3 tonnes d'applications. Pour ce qui est des mises à jour, alors nous avons des mises à jour, on va dire, OTA
par la ROM MIUI et nous n'avons quasiment aucune mise à jour sur la ROM Gearbest. Alors, la ROM Gearbest c'est une ROM stable et généralement il y a très peu de mise à jour dessus. Je l'ai utilisé pendant quasiment un mois et je n'ai eu aucune mise à jour OTA. Pour ce qui est de la ROM MIUI France, en fait les mises à jour sont entre guillemets semi-OTA parce que vous avez un petit applicatif ajouté dans la ROM MIUI France qui s'appelle Update Me. Qui est focus, viens. Voilà. Vous l'ouvrez. Vous allez dans ROM. Vérifiez les mises à jour. Donc là, aucune mise à jour parce que je l'ai faite récemment. Si vous avez une mise à jour, vous allez cliquer sur télécharger. Oui, ça va la télécharger dans la partie téléchargement du téléphone. Et pour l'appliquer, il va falloir aller justement dans paramètres. À propos, en bas, vous avez un petit bouton mise à jour. Donc là, il va vous chercher une mise à jour et il n'y aura jamais de mise à jour OTA sur la ROM MIUI France. Voilà. Il faudra aller en haut sur le petit bouton qui est ici. Et aller dans installer un fichier local. Vous irez dans téléchargement, enfin download, et vous allez chercher un fichier qui ressemblera à ça. Donc là c'est tous les fichiers que j'ai eu depuis le début, donc j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 mises à jour en environ 2 mois de temps, ce qui est quand même très bien je trouve. Il y a un bon suivi logiciel sur la ROM dev de Xiaomi. Donc vous prendrez le fichier, vous ferez là comme ça, ok. Bon, je vous avoue que maintenant je suis désespéré. J'ai perdu 1h15. Il est maintenant 1h30 du matin. Parce que j'ai appuyé sur un mauvais bouton pour vous montrer une chose. J'ai flashé une ROM qui était donc finalement une ROM plus ancienne, donc un downgrade. Ça a fonctionné, ça s'est installé, plus rien ne fonctionnait. Donc j'ai dû réinstaller la ROM, ça s'appelle la ROM la plus récente. Encore attendre, et finalement tout fonctionne. Donc voilà, maintenant il va falloir que je finisse ce test vite. Donc reprenons où on était. Les promesses par rapport à cette ROM. Donc vous aurez une mage traduite, enfin une mise à jour traduite, dès qu'il y aura des mises à jour déployées par Xiaomi. Donc en passant par l'utilisateur Update Me et par la procédure que je vous ai montrée, donc accidentellement, où j'étais un petit peu trop loin. Pour ce qui est du root, donc il est de base sur la ROM dev qui est installée grâce à MIUI France. Donc si vous voulez installer la ROM MIUI France, vous aurez le root de base. Il suffira juste de l'activer dans l'application qui s'appelle Sécurité, que j'ai mis ici, donc sécurité qui est là. Oh, pardon pour la caméra. Donc il faudra aller en bas dans permission, et il faudra aller dans accès route, et il faudra donner l'accès route. Donc là, comme vous pouvez voir, il a été accepté, et j'ai pu regarder le truc de Wakelock et donner mes droits utilisateurs à Supersu. Pour ce qui est du déverrouillage du bootloader, donc le bootloader est déverrouillé de base pour ce téléphone, ce qui fait que il y a des custom ROM qui existent pour ce téléphone, et notamment des custom ROM avec CyanogenMod, avec la ROM de Meizu, Flyme. Et je vous mets une petite capture d'écran de NeedROM tout de suite pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de custom ROM disponibles et de personnalisation. Donc voilà, après un long entracte, justement pendant cette partie de mise à jour, passons maintenant à la partie d'avis, en passant tout de suite par les points positifs. Premier point positif, alors au démarrage, quand vous recevez ce téléphone, il y a une petite protection sur la lentille de l'appareil photo arrière, donc c'est un petit point positif sympathique que peu de marques justement pensent à mettre justement sur leur téléphone, notamment les téléphones d'import, donc c'est un bon point que Xiaomi y ait pensé. Autre point positif, c'est le fait que les applications bloatware de la ROM Gearbest, donc la ROM stable, ne sont pas présentes dans la ROM MIUI France, ce qui est une très bonne chose. L'excellent écran de ce Xiaomi Redmi Note 2 qui a, pour ce prix, je trouve, offre une réelle plus-value à ce téléphone avec des couleurs naturelles et des contrastes qui sont, ma foi, tout à fait satisfaisants. Ensuite, le fait que nous ayons 32 Go de mémoire interne pour 150-160 €. En plus, avec une
une extension pour carte micro SD, ce qui n'est pas le cas de son successeur, le Xiaomi Redmi Note 3, qui est lui en métal, mais sans port micro SD. Autre point positif, c'est le fait qu'on pourra bidouiller ce téléphone pour permettre de choisir une autre ROM si un moment ou un autre MIUI nous énerve. Ensuite, j'ai bien aimé aussi le design simpliste mais solide qui tient bien en main de ce téléphone. Il pèse son petit poids en main, la batterie on sent elle est lourde et donc le téléphone tient bien en main par sa forme simple et son poids qui est conséquent au ressenti. Et pour l'avoir pesé aussi justement avec une balance, ce téléphone pèse 172 grammes, ce qui est quand même assez lourd pour les téléphones quand même en plastique de 5,5 pouces. Ensuite, la qualité des appareils photo pour le prix est vraiment très satisfaisante et on ne peut pas reprocher des quelques défauts vu la qualité proposée et le traitement logiciel observable fait par Xiaomi. Ensuite, vraiment, le gros coup de cœur de ce téléphone, c'est le Mediatek Helio X10 qui semble une excellente alternative au Snapdragon 615 et 616 tout en coûtant moins cher. Ensuite, le route de base sur ce téléphone, sur les appareils avec la ROM MIUI France, mais qui demande des précautions énormes. Je vous montre tout de suite la série de captures d'écran. Donc voilà, le téléphone quand même demande beaucoup au niveau du route, demande beaucoup de précautions au niveau des permissions. Ensuite, la présence d'une lettre de notification qui est désactivable si on ne l'aime pas. Ça, encore une fois, c'est un bon point parce que souvent, quand on a une lettre de notification, soit comme sur le Meizu M2 Note, elle n'est que blanche et c'est dommage, on ne peut pas distinguer les notifications, soit elle n'est pas désactivable et donc si on ne l'aime pas, on ne pourra pas la désactiver. Et en plus, on peut aussi la personnaliser et y ajouter, personnaliser la couleur associée à une action. Enfin, un dernier point positif, c'est le haut-parleur arrière qui est étonnamment bon. J'en ai bien assez parlé dans la partie de test. Ensuite, les points neutres. Alors, pour ceux qui utilisent Facebook Messenger, les bulles de Messenger ne s'affichent pas de base. Et justement, j'ai trouvé après comment les activer. En fait, il faut aller dans... que je dis pas de bêtises, dans Paramètres. Dans Autres paramètres système, stockage. Apps. Non, il faut aller dans les applications, c'est les applications, je sais même plus. Non, c'est plus application installée. Il faut chercher Messenger, donc installer Messenger. Il faut aller ensuite dans gérer les permissions et il faut activer, voilà, il faut activer cette option qui de base est désactivée, afficher les pop-up. Et quand vous aurez fait afficher les pop-up, vous pourrez avoir les petites bulles de Messenger qui s'affichent sur votre écran. Alors que de base, ce n'est pas le cas. Il faut bien penser justement à modifier ce paramètre qui de base n'est pas activé. Ensuite, quand vous branchez une prise jack dans ce téléphone, ça ouvre dans le centre de notification l'application musique. Donc là, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai bloqué l'application musique. Mais dès que vous branchez une prise jack dans le téléphone, ça vous met tout de suite le widget musique avec la dernière musique jouée. Donc pour certains, ça pourra agacer, mais pour d'autres comme moi, ça peut plaire. Donc c'est un point neutre. Ensuite, la charge du processeur qui n'est pas excessive, mais qui se ressent malgré tout en jeu, comme je vous en parlais tout à l'heure. Mais malgré tout, pour une fois, j'ai pu vous montrer une bonne expérience en jeu, alors qu'il y a des fois où c'était un petit peu moins bien. J'ai pas dit que c'était totalement horrible comme des fois le Meizu M2 Note. Vraiment, ce téléphone en jeu est vraiment plutôt bon. Ensuite, un autre point neutre, c'est la gestion RAM qui est imparfaite et qui, selon moi, est tout juste suffisante pour un minimum de multitâches. Donc ça aurait pu être mieux. Passons tout de suite au point négatif, et premier point négatif, c'est une autonomie insuffisante sur la ROM de Gearbest. Selon moi, c'est le point qui fait qu'il faut la changer pour avoir une autonomie au moins moyenne sur la ROM de MIUI France, qui passe, on va dire, pour une utilisation, pour une journée en utilisation normale, la ROM de MIUI France tiendra, faudra tenir le téléphone une journée, mais par contre en utilisation intensive, aucune des deux ROM ne pourra faire tenir le téléphone une journée. Il faudra penser à avoir son petit powerbank. Ensuite, autre point négatif, c'est le système de permission qui est vraiment assez harcelant lorsqu'on lance des applications qui en demandent pour la première fois. Et bizarrement, les applications qui demandent le plus de permissions, c'est les applications Google. Donc c'est bizarre, mais bon, on dirait que Xiaomi n'aime vraiment pas Google. Ensuite, autre point négatif crucial, c'est le manque du LTE 800 qui sur ce genre de téléphone est normal, mais qui peut être pénalisant en France. Bon, sauf chez Free, mais bon. On va dire que pour moi ça m'a pas dérangé parce que je suis chez Free donc je n'ai que le LTE 2600, mais pour les clients d'autres opérateurs ça peut vraiment être dérangeant et il faut bien prendre ce point en compte au moment d'acheter un Xiaomi. Ensuite, autre point négatif, c'est le GPS qui a un peu du mal à fonctionner tout seul et qui a notamment besoin souvent de la 3G et de la 4G. La puce Bluetooth, elle me semble elle aussi insuffisante pour du son Bluetooth avec des casques et souvent vous aurez un son qui n'est pas bon. Ensuite, le manque de logique totale dans les paramètres du téléphone, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo en entier, allez voir au niveau de ma partie logicielle, et à un moment où je parle des paramètres où c'est le total bordel, bref, on met n'importe quoi dans les paramètres en avant, et tout le reste on le met dans un sac poubelle qui s'appelle paramètres additionnels, ça s'appelle autres paramètres système.
Ensuite, dans les points négatifs, c'est le fait qu'on a une bonne solidité extérieure, on n'a pas de décollage d'écran après 4 mois, comme vous pouvez le voir, l'écran est toujours bien collé sur le téléphone, il n'y a pas de décollage, l'écran n'a pas été cassé, bon, le protège-écran en verre a été cassé, mais le truc c'est que j'ai pu réussir à faire cette maudite tache rouge sur cet écran, on la voit légèrement ici, voilà, en focus si ça veut bien le faire, voilà, on voit la petite tache rouge ici. C'est clairement de la négligence de ma part, ça je l'avoue. Ce téléphone, je l'ai un petit peu négligé au niveau de... ce jour-là, je l'ai négligé clairement en le mettant dans la poche arrière. Mais, vraiment, je pense que ce téléphone n'est pas à mettre dans les mains des personnes les moins soigneuses avec leurs affaires, notamment moi. Dernier point négatif, selon moi, c'est quelques traductions qui manquent dans les applications, notamment l'application météo, qui est l'exemple le plus parlant, parce que l'application est totalement en chinois, et vous ne pourrez rechercher que les pays, que les villes chinoises, donc ce n'est pas utile en France. Enfin, petit point drôle pour, on va dire, finir bien cette petite partie software et avant les quelques bugs rencontrés, c'est quand vous désinstallez une application, ça je vais vous le montrer par exemple en désinstallant Up, là, vous prenez l'application, vous la dépassez dans la poubelle, ça va faire descendre le tout, et logiquement, vous allez voir là, hop là, ça fait bouf, ça sort, là, je vous remonte avec par exemple FFPP, voilà, désinstallé, et hop, ça bouge et ça se casse. C'est plutôt marrant, ça change de l'ordinaire. Et en plus, c'est une animation qui n'est pas buggée, qui n'est pas toute ramante. Donc, petit point sympa pour Xiaomi. Les quelques bugs rencontrés, alors je vais d'abord passer par 3 bugs que j'ai pu remarquer. C'est le fait que la musique se coupe quand une application émet une notification et donc un bruit associé. C'est dommage que le son ne passe pas juste au-dessus de la musique. Autre chose, c'est le fait que Facebook envoie des notifications même quand on est dans l'application. Donc ça, j'ai pu le remarquer aussi sur le Honor 7. Il faudra jouer justement avec le temps. Si chaque fois sur les téléphones avec Android Stock, ça le fait aussi. Et je mettrai peut-être une annotation plus tard, justement via YouTube. Chaque fois, je remarque que même sur Android Stock, ça le fait. Si vous ne voyez pas d'annotation, c'est que ce n'est que propre à ces deux téléphones. Autre bug rencontré, c'est le fait que l'étalonnage du son n'est pas bon. Justement, tout à l'heure, c'est ce que je vous parlais au moment de faire le test de son, c'est que quand vous montez, excusez-moi, voilà, quand vous montez le son jusqu'à la moitié, le son n'est pas très fort. Et puis dès que vous dépassez la moitié, je sais pas si là avec les boubous ça s'entend, mais l'étalonnage du son n'est pas bon. Au début c'est très doux, ça monte tout doucement, et puis quand on arrive à partir de la moitié, le son monte vraiment trop fort, et il y a vraiment un gap trop important souvent entre l'avant-dernier cran de son et le dernier, ce qui fait que souvent je n'ai pas pu écouter ma musique à fond, moi qui aime bien écouter la musique fort. J'ai dû justement faire un petit sacrifice et écouter la musique à un cran du maximum. Et enfin, un bug corrigé dans mon test, donc c'est un bon point ça, c'est le fait qu'à un moment, la barre de réseau, justement, que vous ne pouvez pas voir, mais la barre de réseau qui était associée au réseau cellulaire était totalement buggée. Ça me marquait H+, 4G, 3G, et ça ne marquait plus les barres, justement, j'avais mes 5 barres qui étaient totalement vides. Il n'y avait qu'au moment où je captais extrêmement bien, j'avais 3, 4, 5 barres. Et puis j'ai fait une mise à jour de ce téléphone via l'utilitaire Update Me. Donc j'ai fait une mise à jour justement qui faisait passer le téléphone à une version supérieure, pas comme tout à l'heure où j'ai fait l'inverse comme un abruti. Et justement, ça a corrigé ce bug, donc bon point pour Xiaomi. Donc voilà la fin de ce test, enfin, après le gros délai d'1h30. Ma petite conclusion, donc selon moi, ce téléphone, le Xiaomi Redmi Note 2, c'est un smartphone d'une grande marque en Chine. Et là, avec ce genre de smartphone, on sent la différence entre Xiaomi et les marques no-name, type Elephone, Doogee et compagnie. Sincèrement, après avoir réfléchi longuement malgré les petits problèmes que j'ai eus, je peux recommander ce téléphone pour les personnes aventureuses qui savent flasher une ROM via Fastboot. D'ailleurs, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo tutoriel pour installer la ROM francisée MIUI France. Ce téléphone a des bons appareils photo, des bonnes performances, une surcouche qui est pas mal avec des bonnes idées malgré quelques soucis que j'ai énoncés plus tôt. J'ai beaucoup apprécié utiliser ce téléphone, mais le seul point qui me fait dire que je ne pourrais pas utiliser ce téléphone comme téléphone personnel à plein temps, c'est le manque d'une puce Bluetooth fonctionnelle à 100% qui fait que je risquerais de me frustrer au bout d'un moment parce que personnellement j'ai un casque Bluetooth et l'utiliser en filaire c'est pas du tout mon trip. Donc est-ce que je recommande ce téléphone une bonne fois pour toutes? Oui, je le recommande parce que au niveau de son rapport qualité-prix, 150 €, 160 € pour ce téléphone, c'est juste imbattable. 32 Go de mémoire, 2 Go de RAM, une ROM qui mériterait d'être mieux mais qui justement n'est pas trop mal. Et enfin vraiment il faut quand même s'y habituer parce que c'est quand même assez changeant dans Android Stock. Vous avez des bons appareils photo, un excellent écran, des excellentes performances en jeu pour le prix. Donc oui, ce téléphone je le recommande pour toute personne, sauf celles qui sont non précautionneuses justement et qui iront le taper dans tous les murs et qui iront le casser, même si comme je vous l'ai dit, il a fait de nombreuses chutes, il n'y a vraiment aucune trace de maltraitance, c'est quand même assez fou. La seule trace de maltraitance qu'il y a, c'est cette tache sur l'écran justement qui s'est faite à cause d'un appui dans ma poche arrière, ce qui est vraiment très dommage.
Et enfin, je ne recommande pas ce téléphone aux personnes qui ne sont pas aventureuses et qui n'auront pas envie de prendre le risque de flasher une ROM francisée du firmware. Donc voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo de test qui pour moi aura duré très exactement 4 heures à tourner juste parce que j'ai dû m'arrêter une heure et quart, 1 heure et demie à cause de ce problème d'appui en trop et donc j'ai flashé une ROM en faisant un downgrade. Ça. Là vous avez vu vraiment une des choses qu'il ne faut jamais faire sur un téléphone Android, c'est faire un downgrade via le recovery d'un téléphone. Ça crée des bugs n'importe comment et vous perdez beaucoup de temps, notamment sur ce Xiaomi qui met beaucoup de temps à ouvrir le recovery et beaucoup de temps à flasher sa ROM. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, pouce rouge. Et surtout, si vous avez des commentaires à me dire sur cette vidéo, au niveau de son format, au niveau de sa longueur, au niveau des améliorations que vous pouvez voir, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Et aussi, dernière chose, dites-moi si vous voulez que je teste des custom ROM sur ce Xiaomi Redmi Note 2. Notamment, je vais le faire bientôt sur le Asus Zenfone 2. Voilà, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. J'ai enfin fini cette vidéo. Yes! Voilà, maintenant je vais continuer à tourner, et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Salut!